Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau partage d'XP dans lequel on va parler d'intelligence artificielle. C'est un sujet qui a déchaîné les passions il y a quelque temps sur internet, c'est un peu retombé, ça va repartir puisque c'est un domaine qui est en constante évolution et qui propose même beaucoup de révolutions. Chacun a son avis sur la question, mais tout ce qu'on sait c'est que personne n'a la bonne réponse. On est tous en train de spéculer puisque c'est un domaine où même les plus grands experts ne savent pas exactement où ça va nous mener. Pour ma part, j'ai choisi de me baser sur mon expérience d'auteur transmédia depuis 23 ans, de la création à la technique, pour essayer de vous apporter mon point de vue en tant que praticien, dans quelle mesure l'intelligence artificielle pourrait soit me mettre au chômage, soit m'aider, je ne sais pas. Donc on va voir ça tout de suite. La première question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va être un concurrent ou un allié ? En fait, ça va être un petit peu des deux, puisqu'il y a une multitude de cas de figure. En tout cas, ça va redistribuer les cartes, ça c'est certain. De mon point de vue, je distingue déjà deux immenses familles. Il y a les intelligences artificielles qui ne prennent pas le travail d'êtres humains. Par exemple, quand je décide de prendre mes rushs ou mes masters de noob en HD et que je veux les passer à l'intelligence artificielle pour en faire des masters en 4K, là, il n'y a aucun humain qui pourrait faire ça. Donc de toute façon, l'intelligence artificielle, elle est là, elle retravaille l'image, elle bosse dans son coin et elle me sort un master, ce qu'on appelle un upscale, qui est de meilleure qualité, qui est pas mal, et du coup c'est mieux adapté à YouTube parce que on sait que YouTube, quand on lui file une vidéo 4K, il va moins la charcuter avec la compression et l'encodage qu'une vidéo en HD. Donc c'est pas mal, ça c'est une intelligence artificielle qui fait ça. Il y a des intelligences artificielles qui vont un tout petit peu, par exemple, recréer du contenu sur une photo. Imaginons, je fais une photo, j'ai besoin d'un bord perdu comme ça, je dis à l'intelligence artificielle, tiens, tu vois, ici tu me rajoutes 1 cm de forêt, de sable et de cailloux, hop, elle va reprendre en fait les éléments autour, et elle va le reproduire, et hop, pour l'imprimeur, j'ai mon petit bord perdu que j'avais oublié ou qui fait que mon personnage était trop près du bord. Donc ça c'est très utile et là pour le coup ça gêne personne. Il y a aussi le cas de figure des intelligences artificielles qui vont menacer des jobs, mais des jobs qui ne sont pas hyper épanouissants. Par exemple la rotoscopie. Alors la rotoscopie du point de vue des VFX, par exemple c'est quand vous avez un cascadeur qui a des câbles pour faire une cascade, donc vous voyez les câbles, évidemment il faut les gommer, donc vous allez découper le personnage et puis gommer les câbles, reproduire ensuite le décor qu'il y avait derrière, enfin il y a tout un travail hyper minutieux, et souvent dans les grosses sociétés d'effets spéciaux, ils commencent par ça, ils commencent à faire 1 an, 2 ans de roto comme ils disent, et puis ils font un truc qui est pas hyper épanouissant, et ça ils le font, alors ils se sont aidés par des outils, aujourd'hui sur After Effects vous avez une intelligence artificielle qui va vous mâcher un petit peu plus le travail qu'à l'époque où j'ai commencé, où il fallait utiliser le pinceau, la plume pardon, on peut utiliser la plume et puis faire des points clés et puis changer image par image, sachant que vous avez 25 images pour 1 seconde de vidéo. Je vous laisse imaginer le travail hyper long et fastidieux qui n'apporte rien, c'est ni créatif, c'est ni épanouissant, enfin voilà, c'est juste nul. Si l'IA peut permettre de faire une roto fluide, c'est sûr que c'est mieux et ça va permettre justement de soulager des équipes techniques de certains postes qui n'apportent pas grand chose finalement sur le plan de l'épanouissement personnel. L'intelligence artificielle, c'est aussi une forme de bouclier. J'ai beaucoup vu le problème de la propriété intellectuelle sur internet quand il y a eu les débats. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que l'intelligence artificielle, c'est le premier outil qui va permettre de traquer la contrefaçon sur internet. On pense par exemple à YouTube, le content ID de YouTube, c'est de l'intelligence artificielle. Et puis on en vient aux intelligences artificielles qui menacent directement certains postes. Le poste d'illustrateur aujourd'hui, effectivement, c'est inquiétant. Un illustrateur aujourd'hui, ou un concept artiste qui est là, qui va bosser pour un film et qui va, je sais pas, imaginons, vous bossez pour Thor, imaginons Disney vous commande Thor 5 et il faut dessiner 3-4 planètes différentes et du coup vous allez créer des concept art et compagnie. Aujourd'hui vous dites à, je sais pas, Midjourney par exemple, l'intelligence artificielle Midjourney, crée-moi une planète, végétation bleue avec des lianes rouges, avec machin, enfin vous lui mettez tout un tas de mots-clés et cette intelligence artificielle va vous pondre 4 propositions en même pas 30 secondes et qui sont très crédibles et très belles ces propositions. Et les illustrateurs, puisque c'était vraiment le sujet du moment sur internet, ne sont pas les seuls à être menacés. Aujourd'hui, on a parlé avec des studios de jeux vidéo et des studios de dessins animés, et ils sont en train vraiment, à l'échelle mondiale je parle, de travailler sur des intelligences artificielles qui seraient capables de coder des jeux vidéo presque complets, de faire du dessin animé.
Voilà, ce genre de choses. Et un jour, ça va arriver. Des intelligences artificielles, plutôt de se retrouver à faire les dessins page par page, ou alors de faire de l'animation, parce qu'aujourd'hui on fait de plus en plus de 3D, etc. L'IA, on va lui passer les modèles, on va lui passer tout, et on va lui dire, voilà, tu me fais un dessin animé, voilà un peu le scénario et compagnie. Pourquoi pas ChatGPT ou un équivalent va pondre le scénario en fonction de tout un tas de statistiques que vont leur donner des experts qui justement étudient le public. Alors voilà, à telle heure, à la télévision, il y a telle tranche d'âge, ils veulent voir tel type de contenu, tel type de héros, tel type de décor, avec tel type d'histoire, le meilleur format c'est tant de minutes, donc il faut que tu pondes un truc comme ça, et derrière il y a encore une intelligence artificielle qui va composer la musique exactement adaptée justement au rythme de l'image, et une autre intelligence artificielle qui va faire le montage vidéo le plus adapté possible, et à la fin on va se retrouver peut-être avec un épisode pondu en 1 heure, là où il faut des mois pour créer un contenu, je sais pas. En tout cas, il est fort probable que dans le futur, à moyen ou long terme, on puisse avoir un nouveau service qui apparaisse avec de la création de contenu sur mesure et vraiment individuellement. Par exemple, je sais pas, imaginez, Blizzard propose ce service. Vous vous retrouvez à dire, moi, j'ai envie d'avoir une histoire qui se passe dans la Horde, au format roman. Donc l'intelligence artificielle dirait, ok, ça sera l'histoire d'un orc, cet orc il va lui arriver ça, il va aller à Orgrimmar, il va aller à tous ces endroits-là, et il va lui arriver toute une aventure vraiment sympa, dans la mesure de ce que le lore principal permet, mais tu as ton histoire à toi, que tu as demandé selon tout un tas de critères, et donc on va jusqu'à la fin, et peut-être qu'après cette histoire peut être archivée, et être consultée par d'autres personnes, avec un système de classement, en disant, voilà, ça, cette histoire, c'est une des meilleures, celle-là, elle est un peu moins bien, et compagnie, parce qu'évidemment, je pense pas que l'intelligence artificielle puisse être en mesure de taper juste à chaque fois, mais en tout cas, elle pourrait répondre à des besoins purement individuels, puisque on le voit, quand il y a une histoire qui sort, genre l'attaque des Titans, tout le monde avait son mot à dire sur la fin. Pourquoi pas un jour dire, écoutez, ça c'est la vision de l'auteur, maintenant si vous voulez, les IA elles peuvent vous créer d'autres fins possibles. Ça serait triste, ça serait hyper triste selon moi. Mais pourquoi pas, face à un public toujours plus exigeant, voire capricieux, il y a des gens vraiment qui sont violents sur internet s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Donc si jamais ils sont aussi engagés, si jamais vraiment ils mettent autant d'énergie pour obtenir ce qu'ils veulent, les gens qui sont là pour faire de l'argent, pourquoi est-ce qu'ils ne prépareraient pas un système pour qu'ils aient ce qu'ils veulent? C'est possible. Après, c'est possible aussi que les mecs, une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils soient pas contents parce qu'ils se diraient c'est nul, parce que voilà, l'intelligence artificielle, elle a pondu la fin que moi j'aurais voulu voir, elle est 10 fois mieux, pourquoi est-ce que la fin que moi j'aurais voulu voir, elle ne vient pas à la fin officielle? J'en sais rien, après on peut partir dans d'autres dérives, ça peut être infini. C'est pareil pour la musique, on peut tout à fait dire ok, Michael Jackson est mort, c'est triste, intelligence artificielle, compose-moi une musique inédite de Michael Jackson. Et bam, l'intelligence artificielle, elle reprend la voix, elle reproduit les rythmiques, les machins et tout ça, et elle te compose une musique totalement inédite de Michael Jackson, ou d'Elvis Presley, ou de Freddie Mercury. Il peut y avoir justement du service de musique à la demande, sur mesure, avec l'artiste que t'aimes bien. Intelligence artificielle, fais-moi un feat entre Freddie Mercury, les Beatles et Michael Jackson. Et paf, elle te calcule tout ça, et tu te retrouves avec une musique où tu as le groupe des Beatles et les artistes demandés, qui feraient toute une musique ensemble, avec leur voix, leur rythmique et tout ça, et quelque chose de parfaitement crédible. Pourquoi pas? Dans le futur, c'est tout à fait possible. C'est ça, l'intelligence artificielle. Donc, pour moi, c'est comme ça que je vois le futur de l'intelligence artificielle. Maintenant, ça va dépendre de ceux qui possèdent, justement, la force de frappe de mettre en place des intelligences artificielles. Est-ce qu'ils vont aller jusque-là? Est-ce qu'ils vont s'arrêter avant? Il va y avoir des tests qui seront faits. Et si ces tests sont concluants, et si jamais le public est réceptif, mais il va pas y avoir d'état d'âme, c'est sûr et certain. Du moment qu'il y a un business, les mecs ils vont y aller tête baissée, et ils vont proposer tout ce qu'il y a à proposer pour que le public puisse avoir ce qu'il demande. Voilà, ça peut être assez dangereux d'un point de vue artistique, peut-être que si l'humain est écarté du processus créatif au bénéfice des intelligences artificielles, pour moi, on va aller vers quelque chose de tellement lisse et quelque chose presque de décadent, puisque l'intelligence artificielle va se nourrir de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, mais à un moment donné, il n'y aura pas de nouvelles choses, ou très peu, parce que ça sera plus un modèle économique viable. Donc du coup, il va y avoir forcément des aficionados, des humains qui disent moi, je regarde que du contenu fait par un vrai humain, je veux pas de contenu fait par des intelligences artificielles, donc peut-être que l'artiste humain va devenir un peu comme l'artiste aujourd'hui pour l'art, c'est-à-dire quelque chose qui coûte plus cher, quelque chose qui est plus rare, et un domaine dans lequel c'est de plus en plus dur d'exister.
Mais s'il y a peu de renouvellement, l'intelligence artificielle va moins se nourrir de contenu créé par des humains, puisque, à mon avis, seul l'humain est capable de se renouveler à l'infini. L'intelligence artificielle, elle est là pour manger du contenu, le retranscrire selon certains critères. Elle va le faire très bien, ça. Mais à un moment donné, elle va tourner en rond, c'est sûr. Alors, ça sera peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'elle commencera à tourner en rond. Voilà, donc, et puis peut-être que dans 50 ans, la technologie sera tellement élaborée que finalement on se dira mais non mais en fait l'humain, on s'en fout. Ça fait bien longtemps que l'humain est très en dessous de la qualité des contenus d'intelligence artificielle, je ne sais pas. Et certains disent que le cinéma a perdu par exemple en originalité au fil des années, au fil des générations. Bon, est-ce que l'intelligence artificielle sera un renouveau ou au contraire la suite d'un déclin? Je sais pas. Revenons en tout cas à ce que j'en pense. Donc on revient dans le présent et à mon tout petit niveau, qu'est-ce que l'intelligence artificielle pourrait changer dans ma vie? Alors, une chose qu'elle ne changera pas, c'est entre guillemets mon budget et mon envie de collaborer avec des humains. C'est-à-dire que mon budget humain, on va appeler ça comme ça, imaginons je vais faire l'encyclopédie 2 de Noob. Bon, mon budget pour les artistes avec qui je bosse ne changera pas. Il sera peut-être même plus élevé si jamais j'ai plus de budget, enfin peu importe, mais en tout cas, le budget humain ne changera pas. Pourquoi? Même si les intelligences artificielles sont très puissantes et qu'elles sont là, mid-journée, ça me fascine, ça me passionne et j'adore ça. Mais ça ne remplacera jamais un artiste. Pourquoi? Parce que, à mes yeux, l'artiste, l'humain, c'est celui qui va donner vie à tes personnages et à tes lieux les plus emblématiques, ou à certains familiers, certaines armes spécifiques, et l'humain va apporter une continuité dans le trait, et voire une évolution. Je pense par exemple, quand vous prenez un manga, c'est toujours sympa de voir City Hunter par exemple, Tsukasa Ojo, il dessine City Hunter, au début il dessinait d'une certaine manière, et il a évolué, s'est amélioré, et donc on a pu voir le trait de l'artiste évoluer, et l'artiste va vous donner en début de bouquin ses petits états d'âme, des petites anecdotes et compagnie. Il y a vraiment quelque chose, à la fois l'histoire et à la fois le storytelling. Avec une IA, vous n'aurez pas de storytelling, et je pense qu'une IA, elle va avoir un style, et elle va l'appliquer tout le long du bouquin. Pour l'instant, elle n'est pas capable de maintenir un même style. Si vous demandez un personnage, elle va vous faire de plein de manières différentes. Il y a des gens qui sont en train de bosser pour essayer d'obtenir une continuité. Donc ils proposent à l'IA, par exemple, un personnage dessiné de face, de côté, de dos, de dessous, de dessus et compagnie, et ils balancent tout ça à l'IA, et ils disent, voilà, intelligence artificielle, tu me prends image 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc les 15 images, par exemple, du personnage, dans un certain style, dans tous les sens, et à partir de tout ce que tu viens d'assimiler, tu me recraches de nouvelles mises en scène. Donc ça, ils sont en train de commencer à bosser là-dessus, et les résultats sont... c'est pas nul, mais c'est pas fou non plus. Mais voilà, l'humain, il va donner l'étincelle dans le regard du personnage, il va donner de la vie dans sa gestuelle, dans les choix, etc. Donc pour moi, l'humain, je peux pas le remplacer, sinon je pense que je vais perdre l'âme de mon contenu à l'échelle transmédia. Ça, c'est mon point de vue. Philippe et Florence sur une bande dessinée, pour moi, ils sont irremplaçables. Ils ont un style, ils ont une vision, on peut discuter avec eux, et puis j'aime bien justement parfois être surpris par les initiatives des gens avec qui je travaille. Une IA, elle va faire que ce que je veux, donc il n'y aura que ma vision à moi, et il n'y aura pas de valeur ajoutée. En revanche, quand ce sont des visuels que tu n'as pas du tout prévu de commander à un artiste et que l'IA fait très bien, là ouais, je m'interdis pas de passer par l'IA. Par exemple, une illustration, selon la complexité, je parle d'une illustration couleur, c'est entre 300 et 500 euros l'illustration. Bon, imaginons, dans l'encyclopédie numéro 2, j'ai besoin d'avoir 10 visuels de boissons, parce que j'aimerais dire, ben voilà, dans le monde d'Olydri, il y a la sang bouillante, il y a la mana pure, il y a la furie blonde, enfin voilà, il y a tout un tas de boissons que j'évoque de temps en temps dans mes romans. J'aimerais bien, dans l'encyclopédie, montrer à quoi elles ressemblent, ne pas proposer qu'une description. Donc là, pour moi, l'intelligence artificielle peut intervenir. Demain, tu m'enlèves l'intelligence artificielle de l'équation, je les fais pas les boissons, je mets juste, ok, trait numéro 1, il existe telle boisson, je mets une petite description, chacun s'imagine ce qu'il a envie, mais je mets pas le visuel. Donc là, typiquement, je considère que l'intelligence artificielle apporte un plus et je serais prêt à l'utiliser pour ce genre de choses. Autre exemple, là j'aimerais vraiment que dans la deuxième encyclopédie, il y ait toutes les régions d'Olydri qui soient détaillées. Toutes les forêts, toutes les rivières, tous les lacs, toutes les plaines, tous les plateaux et compagnie, à savoir des milliers de zones que je vais mettre justement dans l'encyclopédie.
qu'est-ce que je peux faire? Je vais forcément avoir un problème de budget. Je peux pas commander des milliers d'illustrations, déjà les artistes ils auront pas le temps de les faire, et j'aurai jamais le budget pour commander autant de visuels. Je vais pas faire des milliers fois 500 euros. Je vais pas dépenser, je sais pas moi, 500 000 ou 5 millions d'euros, je sais pas combien il y en aura, pour faire justement toute une liste de plaines, toute une liste de forêts, compagnie. Donc tu vas pas commander à un artiste la petite clairière ou le petit bosquet ou le petit bois qui est perdu derrière le cimetière depuis une tourne, donc tout le monde se fout mais qui est là, donc il faut bien en parler un petit peu. Tu vas pas le commander à l'artiste. Les artistes, si jamais ils se retrouvent avec des milliers de visuels à faire, ils vont bâcler au bout d'un moment parce que le temps n'est pas extensible. Une encyclopédie, tu peux pas la créer non plus sur 20 ans, donc du coup, tu vas avoir des contraintes de temps, donc tu vas épuiser tes artistes au lieu de faire en sorte qu'ils travaillent vraiment sur les visuels les plus importants et qu'ils puissent s'épanouir. Et puis en plus, le budget est pas extensible, donc de toute manière, on va faire quoi? On va négocier pour payer moins cher les artistes pour qu'ils fassent plus de visuels, ou bien les payer pour faire des visuels. Ils vont s'éclater sur ces visuels, ils vont avoir le temps de les faire, et les trucs les moins importants, tu fais faire entre guillemets de la masse par l'intelligence artificielle pour des choses qui de toute façon n'auraient jamais eu de visuel. Ce qui nous amène à la question du droit. Attention, je parle de droit, je parle pas de morale. La morale, on en parlera après. Le droit, c'est vraiment les règles du jeu. Ça, c'est quelque chose, certes, il y a quelques interprétations avec la jurisprudence, mais c'est toujours basé sur des textes. Par exemple, il y a eu des décisions qui ont été prises en 2017, qui ont fait jurisprudence, et qui aujourd'hui, d'après ce que disaient justement les intervenants de la Cour de cassation, ces décisions, elles sont risibles au vu de l'évolution de l'intelligence artificielle en seulement 4 ans. Attention, ça ne les empêche pas de poser des jugements et de juger au cas par cas, mais c'est pas parce qu'il y a un jugement sur une affaire donnée à un moment donné que ce jugement peut faire jurisprudence, parce que la jurisprudence, c'est un principe qu'on va appliquer dans les décisions futures. Sauf que là, si les décisions futures ne fonctionnent plus avec les mêmes règles que la décision qu'ils ont prise en 2017, bah, ils peuvent pas faire jurisprudence. Donc du coup, ils peuvent encore moins légiférer. Parce qu'une fois que tu légifères, tu poses sur le marbre un grand principe, une loi. Hein. Et donc là, on est un peu embêté. Les juristes ne savent pas trop, pour l'instant, comment qualifier une œuvre créée par une intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? Légalement, l'intelligence artificielle, elle peut absorber tout le contenu qu'elle veut. Il n'y a pas d'interdiction juridique de ce côté-là, à l'échelle européenne. La seule limite, évidemment, c'est si l'IA, elle va fourrer son nez sur quelque chose qui n'a pas été publié. Mais dès qu'un contenu est rendu public, l'intelligence artificielle a le droit de mettre son nez dedans et d'absorber toutes les données qu'elle veut. Légalement, je parle. Moralement, tout à l'heure, on verra. On en reparlera rapidement, mais c'est surtout vous qui, justement, ferez la conversation en commentaire. Et ensuite, on pourra justement débriefer lors de live, ça peut être plutôt intéressant. Mais voilà, juridiquement, c'est tout à fait possible, le source learning est infini du moment que le contenu a été rendu public. Et donc, l'un des grands enjeux de cette table ronde de la Cour de cassation était tout simplement de savoir si on pouvait, juridiquement, protéger une œuvre créée par une intelligence artificielle sur le plan de la propriété intellectuelle. Est-ce que juste on peut la protéger? Parce qu'une IA, ce n'est pas un auteur, ce n'est pas un humain. En fait, aucun texte de loi aujourd'hui ne prévoit la protection d'une œuvre créée par le procédé d'une intelligence artificielle. Ça n'existe pas dans le droit. Donc ils ne savent pas comment qualifier ça. Est-ce qu'on va attribuer la paternité de l'œuvre et donc les droits moraux aux développeurs de l'intelligence artificielle, à l'intelligence artificielle, ou à la personne qui a tapé les mots-clés pour justement aboutir sur la génération de cette image? C'est une vraie question. Qui sera l'auteur? Pour l'instant, on ne peut pas protéger une œuvre. C'est-à-dire que, un exemple tout bête, hein, il y a, en fait, on peut prendre un exemple concret, hein, il y a une maison d'édition japonaise qui a créé un premier manga entièrement généré par une IA. C'est très moche, il n'y a aucune continuité graphique, il n'y a aucune cohérence graphique, enfin j'aime pas du tout. Mais ça a été créé par une IA, je suppose qu'ils voulaient absolument entrer dans l'histoire comme étant les premiers à avoir créé un manga complet qui n'est pas du tout généré par un humain. Je pense que c'était un peu leur délire, c'est pas concluant d'un point de vue artistique, mais ça a été fait. Bah, typiquement, vous pouvez reprendre tous les visuels qu'il y a dans ce manga, ils ne sont pas protégés, ils ne leur appartiennent pas, mais ils ont le droit d'utiliser. Mais ils ne sont pas les auteurs. Vous voyez le truc, c'est que pour l'instant, les visuels, vous pouvez les utiliser, mais vous ne pouvez pas dire c'est moi l'auteur, je vous attaque en justice parce que vous avez utilisé mon visuel. Non, voilà, donc pour l'instant, on est un peu embêté par rapport à ça. La maison d'édition, pour info, c'est la Shin-Cho-Cha. Voilà, c'est parce que c'est CHO, donc c'est Cho, et SHA à la fin, donc c'est Cha, il me semble. Donc Shin-Cho-Cha.
Chinchosha. Voilà, désolé pour ma prononciation très mauvaise, mais voilà, s'il y en a que ça intéresse d'aller voir. Donc, tout ça pour dire que d'un point de vue juridique, pour l'instant, il n'y a aucun frein. Du moment que vous vous abonnez à une intelligence artificielle, si elle est payante, et que vous possédez une licence d'exploitation de tout ce que l'intelligence artificielle génère, vous pouvez réutiliser ces visuels. Et tout ce que je dis est aussi valable pour du texte, pour de la musique, pour des lignes de code, parce qu'on peut aussi être propriétaire de ses propres lignes de code, et les IA sont tout à fait capables de générer tout ce que je viens de dire. Et plus encore, des jeux vidéo, des futurs dessins animés, des cinématiques, il y aura vraiment de tout dans le futur, mais actuellement, à notre portée, nous, monsieur et madame tout le monde, on a au moins des IA de musique, de texte et de dessin. Et je sais pas si vous avez vu, cette semaine, Google a présenté sa future intelligence artificielle. Et ils ont perdu 100 milliards de dollars à la bourse. Pourquoi ? Parce que l'IA a fait une erreur au moment de la présentation. Et ça, c'est essentiel. On attend des intelligences artificielles de la fiabilité, pas que de la rapidité. Il faut absolument que les IA soient fiables. C'est pour ça que c'est un enjeu majeur, parce que à notre échelle, voilà, je suis youtubeur, j'ai besoin de faire une recherche sur un sujet donné, imaginons le transmédia, et je demande à ChatGPT, raconte-moi toute l'histoire du transmédia, tout ce que tu sais sur l'histoire du transmédia. Du coup, il va me pondre tout un sujet, mais s'il dit n'importe quoi, moi je vais arriver, si je recoupe pas mes sources, je vais vous proposer tout un contenu, et je vais dire plein de bêtises, et je vais me faire allumer, et je vais passer pour un bouffon. Donc il faut vraiment, si on veut utiliser les IA d'un point de vue professionnel, il faut vraiment qu'elles soient fiables. Dans mon domaine, c'est valable aussi pour les effets spéciaux. Si jamais une IA me permet de faire quelque chose plus rapidement, oui, mais ça sera cool si jamais elle est vraiment fiable, si elle me fait un vrai beau détourage par exemple, et que les cheveux se détachent bien, et que voilà, si jamais j'arrive à avoir quelque chose de convaincant. Si jamais elle me fait un truc hyper rapidement, mais que c'est moins beau que si jamais je l'avais fait moi, qui va y passer certes plus de temps, je préfère passer plus de temps, le faire bien, plutôt que d'avoir une IA qui va me faire ça en 5 minutes, mais mal fait. Donc l'IA, oui, dans certaines situations, et seulement si c'est fiable. C'est comme les illustrations, si vous vous demandez d'avoir un beau visuel, que vous avez un beau personnage, mais qu'il a 8 doigts, parce qu'ils savent pas trop bien faire les doigts, oui, c'est embêtant. Du coup, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui est pas crédible, avec tout le monde qui va dire « regardez, on n'y croit pas une seule seconde parce que aucun humain se serait trompé sur le nombre de doigts sur un dessin. Donc c'est une IA, et donc la personne va rester focalisée sur le fait que c'est une IA. L'idée, c'est de trouver un point d'équilibre, ce qui nous amène à ma conviction. Et dans la conviction, il va y avoir aussi le côté moral. Mais attention, le côté moral, de mon point de vue, et vous aurez tous le vôtre, on verra en commentaire et on débriefera ça en live. Mais voilà, de mon côté, je pense que l'intelligence artificielle, elle arrive, elle est là presque, on ne peut pas faire autrement, mais elle ne doit absolument pas sortir l'humain de l'équation. Il va falloir trouver un point d'équilibre, il va falloir fonctionner en équipe avec l'IA. Certes, de temps en temps, ça va être un concurrent. Les illustrateurs, ils vont être concurrencés par l'IA. Un jour, il y aura sûrement les compositeurs qui seront embêtés aussi. Les gens qui sont les ingénieurs du son, qui sont là pour mixer, pour faire en sorte de bien équilibrer, mettre des bruitages et compagnie. Peut-être qu'un jour, il y aura des process tellement puissants que l'IA sera capable de tout mixer. Et de mettre un bruit de voiture là où il y a une voiture qui passe, de mettre un bruit d'effets spéciaux, genre une boule de feu qui part au moment où l'image montre ça. Voilà, peut-être qu'un jour, il y aura ça. Donc il y a des postes qui seront clairement menacés. Certains postes, je pense que l'humain n'en veut pas. Je pense que j'ai jamais vu quelqu'un être heureux de faire de la roto en effets spéciaux. Je pense que tout le monde serait content d'arriver dans un studio d'effets spéciaux et passer directement à l'étape d'après, plutôt que de faire 1 ou 2 ou 3 ans de roto et détourer bêtement des personnages, gommer des câbles, ou des choses dans le décor qui n'ont rien à y faire. Si une IA le fait, tout le monde sera heureux. L'IA, quand elle est là aussi pour vous aider pour quelque chose qui est en dehors de vos capacités d'être humain, c'est bien. Avoir une image toute pixelisée que vous n'arrivez pas à restaurer et que l'IA va réussir à remettre en HD, en 300 dpi, etc. avec un process de quelques secondes, ça va aider tout le monde est content. J'ai vu effectivement des commentaires, j'ai lu énormément de commentaires pour voir un peu comment les gens réagissaient. J'ai vu des gens, par exemple, reprocher à des artistes d'utiliser l'intelligence artificielle pour restaurer des vieilles photos. En disant non, c'est de la photo, c'est authentique, elle est comme ça, elle ne doit jamais retrouver son éclat d'antan, il faut laisser
le temps faire son office, et si jamais l'image elle est toute bousillée par le temps ou par, je sais pas, une intempérie, une inondation, un truc comme ça, ben c'est comme ça, c'est que c'est son histoire à la photo, et l'IA n'a pas à interférer dans la vie de cette œuvre. Ou alors si jamais vous avez une vieille image et qu'à l'époque c'était des vieux appareils photo qui avaient pas autant de millions de pixels qu'aujourd'hui, et que vous faites un upscale et que du coup maintenant elle est en HD, et que vous pouvez de nouveau en faire un poster, j'en sais rien, grâce à l'IA, il y a des gens qui sont furieux. Et j'ai aussi vu des gens furieux parce que vous prenez votre photo et il y a un bord perdu qui vous manque, c'est ce que je disais tout à l'heure, et que vous rajoutez un bord perdu, eh ben non, les gens vont dire non, si jamais la photo s'arrête là, elle s'arrête là. T'avais qu'à prendre une meilleure photo, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, l'IA n'a pas à réparer tes bêtises, en quelque sorte. Tu avais qu'à prévoir toutes les contraintes techniques futures. Bon, je trouve ces raisonnements vraiment contre-productifs. C'est vraiment... il faut évoluer avec son temps. Il y a certains domaines dans l'histoire, pour moi, qui ont été menacés, et parce qu'ils ont été menacés, ils ont su se renouveler. Je pense par exemple aux gens qui faisaient de la peinture, qui ont été menacés par la photographie. Puis les gens qui faisaient de la photographie, qui ont été menacés par le cinéma, puisque l'image se met à bouger. Et puis les gens qui faisaient du cinéma muet, être menacés par le cinéma avec la voix et compagnie. Et puis, enfin voilà, c'est infini en fait, il y a des évolutions majeures, l'arrivée de l'informatique, certes, ça a tout chamboulé, il y a dû avoir de la casse quand il y a eu ces évolutions-là, des gens qui se sont peut-être retrouvés au chômage, des gens qui n'ont pas réussi à se renouveler ou qui se sont retrouvés à perdre tous leurs acquis, qui ont eu le sentiment de perdre leur temps en passant leur vie à apprendre des choses et pour finalement se retrouver... désuet en quelque sorte à cause de la technologie. Oui, effectivement, malheureusement ça existe, et je pense que nous tous, artistes, on aura forcément des domaines qu'on pratiquait à une époque donnée, qu'on ne va plus faire dans l'avenir parce que les IA le feront pour nous. Ça a déjà commencé, hein. Moi il y a des choses qu'à l'époque je faisais image par image, qu'aujourd'hui l'ordinateur fait pour moi en un clic. Donc je pense que l'IA peut vraiment simplifier la vie de certains artistes et renforcer pour certains, leur indépendance ou leur productivité. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes ces dernières années en me disant je suis devenu plus technicien que artiste. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, comme ce sont souvent des idées qui ne sont pas finançables ou que j'ai pas forcément envie de céder à une grosse structure pour qu'elle investisse et qu'elle le fasse et que du coup elle dénature mon idée parce qu'il va falloir que ça rentre dans des cases, des machins, et que je vais passer trop de temps finalement à négocier avec mon chef éditorial ou mon producteur, etc. Pour ces projets-là, je préfère être indépendant. Au moins, je ne perdais pas de temps à négocier pour finalement me retrouver avec un compromis assez loin de mon idée originelle. Donc, je faisais ça en indé. Et donc, l'indé, ça veut dire que comme un grand, tu vas apprendre à faire les choses, tu vas t'équiper et tu vas, tu vas tourner, enfin, tu vas écrire, tu vas tourner, tu vas faire ton montage tout seul, ta post-prod tout seul, ton mixage sonore tout seul et compagnie. Et à la fin, tu sors ton contenu, mais au moins, ton idée, t'es allé au bout, mais tu as passé toutes ces étapes à bosser. Et donc pour une idée artistique, je me retrouvais à bosser pendant, 10 jours, 20 jours pour faire une petite vidéo de 7 minutes. Donc c'était un peu compliqué parce que pour une après-midi finalement de création pure, je me tapais 9 journées de technique, ce qui ne m'arrangeait pas. Donc si l'intelligence artificielle peut me permettre de passer de 9 jours de technique à 5 jours de technique, bah oui, je suis content. Mais là, c'est à mon niveau, au niveau d'un indé qui fait beaucoup de choses tout seul. Peut-être qu'une société qui se retrouverait justement à se passer de 4 ou 5 postes pour aller plus vite, je pense que les gens qui, à la base, étaient payés pour faire ça, seront pas contents, c'est sûr. Bon, je m'éloigne dans le sujet, mais comprenez bien que l'IA, ça doit être un outil supplémentaire qui doit fonctionner en cohésion avec l'être humain. Il doit toujours y avoir un humain, des humains, je pense, aux commandes d'un projet artistique. Il faut qu'il y ait une vision assumée. Il peut y avoir des IA qui peuvent proposer des pistes scénaristiques pour donner des idées à l'humain, puisque de toute façon, tous les scénaristes du monde, et ceux qui diront que c'est faux sont des menteurs, s'inspirent d'œuvres déjà existantes quand ils créent du contenu. Donc que ce soit une IA qui vous aide ou que vous alliez puiser dans d'autres licences, c'est la même chose. Mais à la fin, il faut qu'il y ait l'artiste et ses convictions qui justement aille au bout du processus créatif et prenne ses responsabilités. Et c'est aussi le cas, comme je disais tout à l'heure, pour la partie visuelle. Il faut que, même si l'IA est capable de créer plein de concept art, plein de design, etc., il faut qu'à la fin, il y ait un humain qui tranche et qui
grâce à sa plume, puisse justement apporter l'étincelle, la vie aux personnages qui vont être mis en scène. Parce que je pense que même en tant que spectateur, on a besoin de pouvoir se dire cette œuvre est inspirante et j'aimerais bien moi aussi être acteur, j'aimerais bien moi aussi être réalisateur, moi aussi être scénariste, ou j'aimerais beaucoup moi aussi faire rêver les gens et donc écrire du contenu. Enfin, on a besoin du storytelling. Le storytelling est aussi important que l'œuvre elle-même. Quand il y a une œuvre qui vous intéresse, souvent, vous allez peut-être regarder le making-of ou vous dire, mais attendez, ça vient d'où cette œuvre, c'est qui l'auteur, il a fait quoi d'autre, enfin voilà, vous allez vous intéresser, pour une partie des gens qui consomment, hein, vous allez vous intéresser à ce qu'il y a derrière, à comment c'est fait. Donc s'il y a une IA, vous aurez plus ça. L'IA, ça sera froid, ça sera, voilà, l'IA, elle a pondu ça, point barre. Tu le prends, tu le consommes, il n'y a rien derrière, c'est tout. Et si t'en veux plus, bah, tu reprends une autre œuvre d'IA. Donc l'IA doit être au service des visions artistiques et doit être au service, éventuellement, faire baisser les coûts, que les films coûtent moins cher, qu'ils soient plus rapides à produire, que la partie artistique puisse prendre plus de temps et la partie technique un peu moins. Ça oui, ça pour moi, l'IA, là, elle serait utile. Si l'IA me permet de créer plus de contenu et de pouvoir créer plus de scénarios, plus de tournages et qu'ensuite la partie devant l'ordinateur, elle soit plus rapide, évidemment qu'il faut prendre, évidemment que c'est intéressant. Maintenant, ce qu'on appelle le pillage des œuvres d'autrui. Alors, moi j'ai une vision qui est pas aussi sévère de ce côté-là. En 23 ans d'expérience, j'ai toujours vu les humains s'inspirer d'œuvres d'autres artistes. Les humains apprennent en recopiant les œuvres des artistes. Tout le monde, tous les dessinateurs que je connais qui font du manga, ils ont fait du DBZ quand ils étaient petits en reproduisant les dessins de Toriyama pour apprendre, et puis les dessins, je sais pas moi, de Senseiya, machin, enfin des dessins animés de notre enfance, hein, la génération Club Do. Et puis souvent les artistes vont dire je me suis inspiré de l'œuvre de machin truc, de l'œuvre de bidule. Donc même si l'inspiration elle est pas de la même nature, ça ne me choque pas qu'une IA aille puiser des millions de pixels à droite à gauche et recompose son propre contenu. Là où je me pose un peu plus de questions, c'est quand tu dis clairement à une IA, je veux que tu reproduises exactement le style de cet artiste, et fais comme si jamais j'avais commandé à cet artiste le plan d'une ville par exemple. Et donc l'IA, elle va reprendre exactement les codes de l'artiste et te faire une ville comme si jamais c'était cet artiste qui t'avait fait cette commande. Là, c'est un peu plus dérangeant. Moralement, j'aurais un peu plus de mal. Là, je remets ma casquette d'artiste. Quand je crée un contenu en tant qu'artiste, j'espère que ça va susciter des émotions. Déjà, j'espère que ce sera vu. Ça, c'est la première question. J'espère que ça va susciter des émotions auprès des gens qui vont bien vouloir lui accorder du temps à mon œuvre. Et après, évidemment, le summum, c'est quand il y a d'autres artistes qui disent bah, tu m'as inspiré, ça m'a inspiré de créer... j'ai créé telle œuvre parce que... voir ton bouquin, voir ton film et tout ça, ça m'a inspiré et j'ai eu envie, à ma façon, de reproduire quelque chose en m'inspirant, entre autres, de ton contenu. Pour moi, c'est cool. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'artistes qui vont s'offusquer si jamais on leur dit qu'on s'est inspiré d'une partie de leur œuvre pour créer une œuvre nouvelle. Bon, bah, si des IA s'inspirent de milliers d'œuvres pour créer une œuvre nouvelle, moralement, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est plus une inquiétude, c'est une peur de perdre son boulot, c'est une peur de concurrence déloyale. Pour moi, c'est surtout ça le problème. Mais là, on n'est pas dans de la morale, on est dans de la concurrence. Par contre, toujours en tant qu'artiste qui crée du contenu, je veux pas tromper mon spectateur. C'est surtout ça, en fait, qui m'embête. Parce que si tu trompes le spectateur et que le spectateur croit que tu as fait appel à un artiste pour faire une illustration, un artiste de renom, ou que tu as pris un acteur de renom, ou que tu as pris un compositeur de renom pour faire tes musiques, alors que c'est une IA qui l'a fait, tu vas léser ton spectateur et tu vas léser l'artiste, en fait, qui n'a pas à apparaître dans un contenu où il n'a pas validé, qui n'a pas à faire des prestations où il aurait pu être payé, ou enfin voilà. Donc vous voyez, c'est un sujet complexe où tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, ça n'existe pas même aujourd'hui, même sans IA, le monde idéal où chaque personne qui aimerait vivre de son art puisse y arriver. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Et pourtant, aujourd'hui, on a plus de possibilités de vivre de notre art avec tous les outils qui sont à notre disposition, des outils informatiques surpuissants, des tablettes graphiques pour les dessinateurs, des caméras surpuissantes pour les vidéastes, des tables de mixage incroyables pour les gens qui font la musique. On a plein d'outils supplémentaires. C'est pas pour autant que les gens vivent mieux et arrivent très facilement à vivre de leur art.
Donc l'IA, ça sera qu'une donnée supplémentaire. Voilà, à une époque, un exemple tout bête, hein, il y avait des dessinateurs, quand ils utilisaient une tablette graphique, on disait c'est pas un vrai dessin. C'est pas un vrai dessin parce que tu l'as fait sur une tablette et tu t'es fait aider par justement un outil informatique. Il y a plein de dessinateurs qui se faisaient embêter parce que... et là, je le tiens vraiment de dessinateurs qui me l'ont dit, hein, parce que moi je dessine pas très bien, mais des dessinateurs m'ont vraiment expliqué qu'au début, c'était mal vu la tablette graphique parce que tu n'étais plus, entre guillemets, un vrai dessinateur. C'est pareil quand il y a eu la photo numérique. T'étais plus un vrai photographe parce que tu prenais des photos en numérique, tu te faisais aider par la technologie. Je considère que l'IA est une opportunité de plus pour les artistes de réussir à vivre de leur art en se faisant aider sans avoir à avoir un budget colossal. Le ticket d'entrée pour devenir artiste, il est de plus en plus élevé. Aujourd'hui, tu vas être artiste, si t'as un papier et un crayon, tu auras plus de mal. Il te faut le bon scanner pour pouvoir numériser parce que ça se passe beaucoup sur internet. Il te faut peut-être la tablette graphique, donc ça coûte cher. Il te faut tout un tas d'outils. Pareil pour la vidéo, maintenant tu veux faire du YouTube, il te faut la caméra en HD à minima, 4K c'est mieux. Il te faut de l'éclairage, il te faut quelque chose de pro. Parce que si tu commences avec quelque chose en webcam comme ça a été le cas à l'époque, ça passe pas, personne te regardera. Et il te faut un bon son aussi, donc il te faut le micro qui coûte un peu cher, et puis il te faut un traitement, un peu de connaissances. Donc voilà, si jamais l'IA elle est là pour t'aider en plus pour améliorer ton image artificiellement et que derrière tu fais un traitement via Topaz et que Topaz te permet d'avoir une meilleure image le temps que tu aies les moyens de te payer une meilleure caméra, pourquoi pas? Si tu as un micro qui est pas hyper bon et que tu vas utiliser la dernière intelligence artificielle d'Adobe qui fait des miracles sur la voix, ça c'est un truc, vous verrez, si vous renseignez-vous, Adobe, intelligence artificielle, piste son, c'est incroyable. Vous vous retrouvez avec un son de bien meilleure qualité, alors vous n'avez peut-être pas forcément les moyens. Donc voilà, l'IA peut aussi être un allié pour vous permettre justement de faire quelque chose de plus qualitatif, alors quand bien même vous n'auriez pas les moyens de vous payer le minimum de matos qu'il faut aujourd'hui pour être performant sur internet, pour avoir une chance, ne serait-ce qu'une chance. Des gros influenceurs qui ont toute une armée d'employés qui vont faire des recherches pour eux, pour pouvoir faire des sujets documentés, peut-être que dans quelques temps vous aurez une IA qui va vous permettre justement, vous qui veulent faire de la vulgarisation scientifique, d'avoir un assistant qui va vous chercher des informations et que du coup vous n'allez pas passer un mois à faire de la recherche et puis ensuite 15 jours à enregistrer et à monter votre vidéo. Peut-être que grâce à l'IA vous allez pouvoir avoir un rythme qui correspond aux besoins d'aujourd'hui et donc à pouvoir tenter votre chance aussi dans ce domaine-là. Enfin voilà, c'est ce que je disais, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est gris, il va y avoir des abus, oui, il va y avoir beaucoup d'abus pour l'IA. Il va y avoir des cartes qui vont être rebattues, oui, effectivement, il y a des postes qui vont être qui vont sauter, il y a des gens qui vont voir leurs rêves voler en éclats, il y en a d'autres qui vont y trouver des opportunités pour justement faire ce que je viens de dire. Donc ça va dépendre des personnalités de chacun, des capacités à rebondir de chacun, et à mon avis, si vous avez beaucoup de passion et beaucoup de patience, je pense que vous pouvez trouver un moyen d'utiliser cette révolution pour vous permettre quand même d'aller au bout de vos rêves, plutôt que de vous dire que ça va être un ennemi. Et après, bon là je m'y connais pas aussi bien, mais à l'échelle des projets avec des budgets pharaoniques, oui, alors là il y aura sûrement des coupes drastiques dans les équipes, hein. Si un jour on a une IA qui est capable de développer un jeu vidéo toute seule, oui, ça va faire mal, c'est sûr. Donc voilà, c'est... Après, moi je suis pas là pour m'indigner ou quoi que ce soit, je suis là pour donner mon point de vue, et ma morale veut que j'ai des garde-fous, mais je vais pas non plus tout balayer en disant non, ça c'est pas bien parce que ça risque de faire du mal à quelqu'un, sinon j'éteins mon ordinateur. Il faut faire avec les choses telles qu'elles se présentent et essayer d'appliquer sa morale en se disant voilà, je veux pas usurper une identité, je veux pas tromper mon public, je veux pas léser les artistes avec lesquels je travaille, je veux continuer à travailler avec les artistes, je veux que l'humain soit au cœur de mon projet, mais je suis d'accord pour que l'intelligence artificielle soit un potentiel allié et puisse me permettre de faire des choses que je ne pouvais pas faire jusqu'à maintenant. Pour l'instant, c'est pas trop le cas, hein. J'utilise pas trop les IA, à part sur les outils qui sont sur After Effects, Photoshop ou mes upscales en 4K de mes vieilles saisons de noob. Je pourrais en fait à l'infini vous sortir un argument positif, un argument négatif, etc. etc. Donc on va s'arrêter là. C'était mon petit retour d'expérience et
Il n'y a pas de réponse à ça, personne n'a de réponse et personne n'en aura avant longtemps, mais on peut justement en débattre, rebondir là-dessus et se donner des petites astuces. Quand je trouverai des astuces sur les IA en disant ben voilà, moi ça m'aide pour ça, pour ça, pour ça, et du coup ça me permet d'aller beaucoup plus vite sur certains domaines, ben, je vous ferai des petits tips. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour de prochaines vidéos, que ce soit des making-of, que ce soit de la fiction pure et dure, des sagas audio et compagnie, il y a plein de choses qui arrivent. Allez, je vous dis à très bientôt, bye bye.